J'imagine qu'à plusieurs reprises, tu as dû commencer par signer tes premiers clients, trouver une façon pour acquérir tes premiers clients. Comment est-ce que tu penses qu'une startup devrait s'y prendre pour, euh, pour trouver ses premiers clients, pour transformer ses prospects en clients, alors qu'elle n'a que très peu ou pas de références? Alors, c'est toujours un sujet compliqué, surtout en matière de techno, de signer son premier client, parce que pour le client, c'est toujours une prise de risque de s'adosser sur quelqu'un qui a une idée de l'énergie, un projet, et qui va peut-être échouer dans la mise en œuvre de sa vision. Donc, ce qu'on constate, ce que j'ai constaté, c'est que les premiers clients sont toujours, ou très souvent, des gens qui sont dans son cercle de réseau. Donc, le premier client, c'est quelqu'un qui va accepter de faire confiance. Donc, c'est quelqu'un qui doit souvent nous connaît par ailleurs. Donc, il faut activer son réseau. Et c'est souvent un ami de quelqu'un dans son réseau qui a la même problématique et qui va être le premier client ambassadeur. Pas croire que démarcher des clients qu'on ne connaît pas sans référence, la probabilité de succès est très faible. C'est très faible de signer quelqu'un juste sur la confiance. Alors bien sûr, ça dépend du produit. Hein. Si je vends un produit fini, packagé, une boîte où il va ouvrir et utiliser un outil ou un objet, j'ai pas de souci, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque pour un client de travailler avec nous. Là, je parle dans des métiers de service, dans des métiers de plateforme SaaS, dans des métiers logiciels, où au final, on va contracter un contrat avec son client et ce contrat va être engageant. Donc, premier conseil, c'est chercher dans son entourage. Après, pour le signer, ne pas croire non plus qu'il va payer le juste prix, ce premier client. Et je crois que c'est une erreur de vouloir faire payer cher son premier client. Donc, je pense qu'il faut faire payer, mais faire payer un prix symbolique. Dire, par exemple, je vais facturer 1000 à 3000 euros de frais de setup pour ce client, pour qu'il s'engage un peu. Et puis après, si j'étais sur un modèle logiciel où je devais facturer 1000 euros de licence mensuelle, peut-être dire la licence, ça sera à 200 euros par mois et gratuite les 3 premiers mois. Ce premier client, il est majeur parce qu'il va permettre de confronter son idée à la réalité. Et en pratique, on ne peut jamais, sur une feuille de papier, se projeter à la place de son client et imaginer comment il va utiliser notre solution. Donc, ce client, il va, il va travailler, il va l'utiliser, il va avoir des soucis, il va avoir des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles, pourtant qui le bloquent. Il va à un moment perdre 5 minutes dans une fonctionnalité parce qu'il faut qu'il ressaisisse 3 fois quelque chose. Et donc, ce travail-là, ce premier client ambassadeur va permettre de corriger et rendre plus fluide sa solution. Et c'est extrêmement riche. Donc, dans cette phase-là, il faut être à l'écoute quasi quotidiennement de son client, l'appeler, récupérer ses feedbacks et dès qu'il fait une remarque constructive, le remercier et dire c'est une bonne idée, on va le corriger tout de suite et revenir 2 jours après vers lui en disant c'est bon, c'est corrigé, on a évolué. Et déjà, on fidélise ce premier client qui va ensuite devenir notre ambassadeur pour en trouver un deuxième, un troisième, parce qu'il n'aura pas de mal, vu la qualité de service qu'on lui aura prodigué, il n'aura pas de mal à nous accompagner, à faire des témoignages, à nous ouvrir son carnet d'adresses pour en trouver d'autres. Donc là, on passe en phase 2. On passe en phase 2 où on va travailler par recommandation pour trouver de nouveaux clients. Et puis après, la phase 3, c'est qu'à ce moment-là, qu'on peut envisager de recruter un commercial, d'industrialiser la démarche commerciale, à processer, à avoir des techniques d'acquisition, de fichiers, d'emailing, de recrutement plus massif, parce qu'à ce moment-là, on est prêt. On a déjà essuyé tous les plâtres et on est prêt à passer à l'étape suivante. Donc, ce que tu préconises, c'est une sorte de vente pilote, en fait, sur ces premières phases, où on va ensuite utiliser le client vraiment comme un ambassadeur. Comment est-ce qu'on peut vraiment maximiser l'utilité, quelque part, de ces premiers clients
Est-ce que, donc là, tu parlais d'études de cas, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut utiliser un client à qui on a fait une remise importante sur un premier produit? Bien sûr, on peut faire. Bon, ce client, il est majeur. Déjà, faut que vos clients, vos futurs clients puissent l'appeler. C'est-à-dire, au final, dans ce genre de vente engageante, dans ses débuts, c'est extrêmement rassurant de dire à son prospect, nos clients sont extrêmement satisfaits. Voilà le numéro de portable du client numéro un, voilà le numéro de portable du client numéro 2, voilà le numéro de portable du client numéro 3. Et pour ça, il faut l'avoir anticipé, il faut avoir transformé ses clients, ses premiers clients en partenaires qui jouent le jeu de donner ses feedbacks. Ils vont pas non plus être débordés par le nombre de coups de fil, mais ils vont peut-être avoir un, deux, trois, quatre coups de fil où ils passeront une demi-heure à expliquer pourquoi ils ont adopté la solution et pourquoi on a été réactif et performant dans la réalisation. Donc, ça, c'est le levier de recommandation que je recommande. Pour aller plus loin, on peut faire des choses. Déjà, il faut raconter ces témoignages. Il faut peut-être faire une vidéo d'interview. Il faut faire du storytelling, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Il faut raconter ses succès. Il faut faire une étude de cas. Il faut marteler, quoi. Il faut répéter ce message en disant mes clients sont contents. Regardez, je leur donne la parole. On peut également imaginer de faire un webinaire en ligne avec des questions croisées, pourquoi pas avec un intervenant spécialiste du métier, ce client, nous-mêmes, pour pouvoir débattre de problématiques derrière son produit et qui vont intéresser plus de monde. Et ça va permettre de faire de l'emailing, commencer des démarches de prospection et gagner de l'acquisition, faire recruter des clients qui vont se connecter à ce séminaire, qui vont assister à ce séminaire et qu'on pourra ensuite rappeler derrière pour avoir leur feedback, écouter leurs besoins et voir si on n'a pas une solution à leur proposer. Alors là, tu mentionnes plusieurs différentes techniques de vente, faire des emailing, faire des séminaires. On pourrait citer peut-être aussi participer à des salons. Euh, Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as remarqué qu'il y a des techniques de vente qui sont plus efficaces que d'autres, peut-être aussi liées à différents domaines dans lesquels les startups peuvent intervenir? Est-ce que voilà, toi, tu as un peu ta sélection des meilleures techniques de vente que tu as pu voir dans ton expérience? Euh, la première, c'est bouche à oreille. Dans une vente engageante, je ne vends pas si j'ai pas, globalement, si j'ai pas mon prospect qui a entendu parler de moi, mon prospect qui a il faut multiplier les contacts. Une vente complexe, on s'aperçoit que c'est souvent la troisième, quatrième, cinquième mise en relation de son prospect avec notre marque qu'il va passer à l'acte et demander une démonstration, téléphoner, exprimer son besoin. Donc, il faut multiplier les points de contact. C'est-à-dire que dans sa stratégie, faut en baser les emails de ses procès pour leur écrire régulièrement, peut-être une fois tous les mois, tous les 2 mois, les tenir au courant de l'actualité du produit. Il faut faire en sorte d'avoir une stratégie LinkedIn, c'est-à-dire une page LinkedIn qui va être à la fois le support à l'actualité du produit, mais également être un moyen de célébrer ses victoires pour être dans une démarche plus émotionnelle et avoir plus de chances d'avoir des postes qui font du reach parce qu'on va faire appel à l'émotion. On va dire, dans ce poste, on va dire victoire aujourd'hui, grande étape dans notre entreprise, on vient de signer Total, par exemple. Et cette célébration va permettre, donc ça c'est un deuxième point de contact, c'est travailler une stratégie LinkedIn. En fonction de son produit, on peut également avoir une stratégie un peu plus grand public. S'il y a du grand public derrière, qu'il soit sur des réseaux comme Instagram, ou Facebook. Et, ensuite également, essayer de faire en sorte que son discours sorte de son territoire d'expression de ses marques, c'est-à-dire mon site internet, ma page LinkedIn, ma page Instagram, c'est toujours moi c'est moi qui porte la parole et qui parle de ma marque. Donc, c'est bien
mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus convaincant pour un tiers. Donc, c'est d'essayer de multiplier les prises de parole chez les tiers. Participer à un podcast, se faire interviewer et participer à un podcast du spécialiste du métier. Avoir une interview sur un blog spécialisé avec qui je vais discuter pour parler de mon produit. Essayer d'avoir un article dans la presse, c'est-à-dire multiplier les chances que des tiers parlent de mon produit. Donc, ça veut dire que il faut donc avoir une démarche un peu prospective. Il va falloir aller les contacter et leur dire mais j'ai un sujet qui peut vous intéresser parce que j'aborde le métier de tel angle et telle langue. Ça n'a jamais été vu jusqu'à maintenant. Donc, ces tiers, ces blogueurs, cette presse a besoin d'actualité et d'information. Et donc, on va multiplier les faisceaux d'informations autour de nos produits qui va multiplier la probabilité que notre prospect ait entendu parler de nous. Et à ce moment-là, la démarche de vente sera plus facile parce qu'on a déjà franchi les étapes de rassurance. On ne part pas de zéro. Je crois que la prospection dans le dur, sauf à avoir un produit miracle qui n'ait pas été adressé sur le marché, ce qui est plutôt rare, il faut se donner toutes les chances que son prospect ait entendu parler de notre produit. Alors, ça fait beaucoup de travail tout ça, que ce soit produire des contenus, être sur des événements, agrandir son réseau pour pouvoir, par exemple, être sur un podcast du spécialiste du domaine. Nous, on voit beaucoup d'entreprises qui sont au début composées d'ingénieurs qui vont travailler sur un produit. Si ces entreprises ont de la chance, elles ont un commercial, mais assez souvent, le marketing est assez peu représenté dans les startups. À ton avis, quelle est l'importance d'une équipe? Est-ce qu'il faut tout de suite démarrer avec quelqu'un qui est en charge de ça? Quel est le poids Alors, on peut pas, de l'effort? sauf produit miracle et techno miracle, qui va être une brique techno achetée, embarquée par un autre acteur techno qui achètera notre algorithme ou notre moteur d'intelligence qui pourra intégrer dans sa solution plus tard. Et dans ce cas-là, j'aurai peut-être qu'un client. Dans ce cas-là, je n'ai pas forcément besoin de communiquer parce que je sais que j'ai 3 acteurs qui peuvent être intéressés par ce que j'achète. Et je suis tellement bon dans mon produit que je vais réussir à convaincre ces 3 acteurs d'adopter ma solution. Mais ça, c'est des cas qui sont très rares. Dans tous les autres cas, la communication et le faire savoir est majeur. Alors, aujourd'hui, les ingénieurs, ils ont de plus en plus cette culture dans leur cursus. Hein. Le préjugé qui consiste à dire les commerciaux sont capables de communiquer et les ingénieurs n'ont pas conscience de leurs produits et ne communiquent pas, c'est de moins en moins le cas. Moi, je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs ingénieurs qui ont une vraie vision business et qui comprennent l'enjeu. Et après, pour communiquer, en fait, il faut être capable la seule difficulté, c'est être capable d'émerveillement, c'est-à-dire toujours considérer que ce qu'on fait n'est pas banal et toujours regarder ce qu'on fait d'un œil extérieur pour se dire, mais pourquoi ça peut être intéresser quelqu'un d'extérieur et comment je vais raconter mon histoire. Donc, ça peut être raconter les coulisses, raconter l'équipe, raconter la démarche, raconter ce qu'on vient d'innover, raconter la barrière technologique qu'on vient de franchir. C'est de pas rater, en fait, tous les sujets qui peuvent être support à communication. Et ça, une bonne démarche, au début, c'est vraiment réfléchir à une exhaustivité de format de communication, ce que je fais, moi, à tout démarrage de projet, en disant je vais raconter une célébration, je vais raconter une signature client, je vais raconter une nouvelle feature dans notre solution, je vais raconter. Donc, on définit en fait toute la palette des sujets à raconter, et ce qui fait que en fait, ça devient facile de communiquer parce que si j'ai dit je vais communiquer une fois par semaine, mais j'ai plus qu'à rouvrir mon fichier Excel de l'ensemble de mes messages, de mes formats, et j'ai plus qu'à choisir là-dedans, dans cette palette, lequel j'ai une actualité cette semaine qui mérite d'investir ce support. Et quand on le raisonne comme ça, en fait, on a toutes les semaines quelque chose à raconter, voire tous les jours.
en fonction des sujets. Moi, sur mon vignoble à Bordeaux, où j'adopte une stratégie digitale, Château Casbonne, j'ai pris le parti pris de raconter 3 histoires par jour. Donc, 3 histoires par jour, c'est-à-dire je raconte le métier de vigneron dans sa quotidienneté, 3 fois par jour. Le matin, le midi, le soir, on raconte une anecdote. C'est quoi la taille? C'est quoi le travail sous le rang? C'est quoi une visite d'un caviste qui vient de passer au domaine? C'est une nouvelle cuvée qui vient de sortir? C'est un article dans la presse qu'on vient d'avoir? C'est une rencontre avec quelqu'un d'un métier connexe. C'est-à-dire, j'ai rencontré un tonnelier. Et donc, j'ai sensibilisé mes équipes à ça. Aujourd'hui, au domaine, les ouvriers, tous les collaborateurs du château sont équipés d'un smartphone et prennent des photos. Et l'exercice, c'est qu'ils aient ce regard d'émerveillement pour dire, regarde, j'ai vu, on a croisé une biche dans les vignes, regarde, il y a un hérisson, regarde, il y a une coccinelle. Et ce regard d'émerveillement, ça devient le support à communication qu'ensuite on réinscrit dans des formats où on a formaté les 9 ou 10 formats de communication que vous voulez adopter. Donc, pour répondre à la question posée, pour pouvoir communiquer, il faut d'abord, en amont, avoir défini qu'est-ce qu'on veut raconter, quels sont les messages. Et une fois qu'on a défini ces formats, la communication devient beaucoup plus aisée. C'est pas partir d'une feuille blanche tous les matins ou toutes les semaines en se disant qu'est-ce que je vais raconter. Ça, c'est très compliqué, la feuille blanche. Par contre, si j'ai dit voilà les 10 natures de discours qui m'intéressent et qui portent mes valeurs d'entreprise et mon discours, ça devient très simple, la communication. Ou plus simple, en tout cas. Et après, c'est de la rigueur. Il ne faut rien lâcher. Si j'ai dit que je communiquais une fois par semaine, j'ai une alerte dans mon agenda et tous les lundis matins, j'ai mon alerte en disant tiens, c'est le jour où je dois raconter quelque chose. Merci beaucoup. C'était très intéressant, très clair. Merci encore, Jean-Baptiste.